You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 27e épisode de la 4e saison de Cold Facts. On commence forcément avec le 3-0 en série de Zurich sur Fribourg-Gotteron. Victoire à nouveau 3-2 en prolongation, but de Malguin. Et puis on va revenir sur les événements qui ont émaillé cette rencontre, notamment la blessure de Julien Sprunger, le but annulé de Bikoff, et puis la faute de Kenville sur Brodin. Y avait-il faute ? Juste avant le but décisif de Malguin. Après, on passe à nos pronostics. On enchaîne avec l'autre demi-finale, là aussi à 3-0 pour Zug face à Davos. On va pas revenir en détail sur le match 3, mais plus sur une scène du match 2 et le pétage de plomb de Christian Wolven qui a balancé 3 gourdes. On a appris qu'il avait ramassé 4400 francs d'amende, mais pas de match de suspension. Pour nous, c'est un très très mauvais signal envoyé par la Ligue. Et puis on termine, alors là c'est un petit peu plus réjouissant parce que visiblement les joueurs de NHL qui sont déjà éliminés, ils pourront venir avec l'équipe de Suisse et tous ont donné leur accord, même ceux qui n'auront pas de contrat la saison prochaine pour l'instant, comme Fiala, Niederreiter, Kukan ou Kurachev. Donc on pourrait avoir une équipe à Helsinki, une équipe de Suisse absolument flamboyante. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Moi ça va parce que j'étais pas à Fribourg à point d'heure à faire 12 000 articles comme toi, mais un peu gueule de bois ce matin pour les fans fribourgeois quand même. Ouais, alors effectivement c'est quand même amer. Il y a une stat qui est assez marrante, Fribourg a toujours pas perdu dans le temps réglementaire durant ses playoffs. C'est juste. Une fois contre Lausanne en prolong, et 3 fois contre Zurich en prolong. Je crois d'ailleurs que c'est un record. Urskel avait mis, après les 2 premiers matchs, qu'une série de demi-finales, mais je trouvais la stat un peu... Voilà, que c'était la première fois qu'il y avait 2 fois en prolongation dans une série. Du coup, 3 fois en prolongation dans une série. Voilà, c'est 6 fois sur 8. C'est incroyable. Quand on Non, mais ça me fait toujours sourire de prendre cet exemple-là en disant on rigole des détails, parce que c'est un peu les matchs les uns après les autres... mais version play-off, le coup des détails. Comment expliquer mieux que 6 prolongations sur 8 matchs, que c'est des détails ? Ouais, absolument. Et le problème, c'est que la pièce est tombée du bon côté, pas à chaque fois, mais presque du côté de Fribourg lors des quarts de finale. Là, la pièce, elle tombe chaque fois du mauvais côté contre Zurich, alors que Fribourg ne démérite pas, loin s'en faut. Fribourg fait de bons matchs. Fribourg pourrait mener 3-0, j'en sais rien, ça serait une réussite quand même assez grande, ouais. Mais un 1-2, 2-1, ça peut tout à fait exister, puis non, là il y a 0-3, tu te retrouves contraint d'aller gagner au minimum 2 fois à Wallensstadion, et surtout de plus perdre une seule fois à la maison contre Zurich en 4 matchs, ça devient compliqué là. Alors statistiquement, je me suis fait d'ailleurs reprendre... On a fait ses devoirs là, monsieur de Beta. Non, mais c'était hier soir aussi, je me suis fait reprendre très gentiment par Jean-Philippe Presselmonger parce que j'avais oublié de 0-3 à 4-3, et j'ai dit il y avait eu 3 fois, mais j'avais évidemment oublié la dernière série toute récente entre Davos et Rapperswil. C'est 4 fois donc qu'une équipe a pu remonter à un score pareil, mais c'était chaque fois en quart de finale. Donc il y a aussi peut-être l'écart entre les deux équipes qui est un peu plus grand, qui permet peut-être à une des équipes mieux classées, mais qui commence mal, de revenir. Et là, en demi-finale, ça ne s'est jamais produit. En finale, pareil. On a souvenir en finale d'un 3-1 qui était devenu 4-3, mais 3-0, quoi. C'est ce que tu disais. Il faut aller gagner 2 fois. Le nombre de balles de match de Zurich, là, pour le coup, c'est assez violent, dans la mesure où, comme il commence à l'extérieur, c'est pas comme Zug. Zug, le prochain match, il est à Davos. On en parlera sûrement dans la section pronostic de ce qu'on imagine pour les matchs de jeudi. Là, c'est à l'extérieur, même si le Stadion n'est pas une forteresse imprenable, même si l'ambiance n'y est pas complètement folle comme à la BCF. Dur, quoi. Ouais, on sonne un peu défaitiste, mais en même temps, c'est juste... on est assez réaliste, quoi. Zurich, en fait, ils sont assez chiants à voir, parce qu'en fait, t'as pas l'impression qu'ils ont mis un coup de patin de trop. C'est une sorte de grosse machine, et ils ont l'air assez sereins, je trouve, globalement. Ils sont pas meilleurs, mais ils ont l'air en contrôle, en fait. Là, ils sont meilleurs, finalement, parce qu'ils ont gagné 3 matchs.
ils ont su être meilleurs au moment où il fallait. Donc au final, je pense quand même que oui, ils sont meilleurs, mais c'est du 51-49 où on peut donner le pourcentage qu'on veut, mais c'est très ténu finalement. Là, tu as raison sur le fait que moi, quand Fribourg revient à 2-2 dans le match, dans le deuxième match, Oui. Au Hallenstadion, ils font pas un excellent début de match, on va dire les 24-25 premières minutes, quand en plus Baltisberger marque le 2-0. Là, j'ai le sentiment que Fribourg risque de... ça va pas aller en prolongation. Et ils finissent le tiers de manière complètement folle. Ils asphyxient Zurich, là, tout d'un coup, ils ont eu une passe incroyable. Là, j'ai vu un Fribourg... J'ai revu le Fribourg de la saison régulière, j'ai revu le Fribourg par moment quand tout tourne, aussi contre Lausanne, mais c'était sur une portion assez courte. Les 10-12 premières minutes du match 3 aussi. Fribourg tourne autour de Zurich, et qui marque le premier but? C'est Malguin. D'ailleurs, tu l'as dit dans un groupe qu'on a avec des amis. On sait déjà que tu avais dit à la 7e ou je sais plus quoi. J'étais faux. Ou à la 10e, puis c'est tombé à la 7e. Mais c'était tellement écrit de voir que cette pression-là, elle allait payer. C'est pas Malguin qui le met, hein, c'est Azevedo. Exactement, je voulais pas te couper pour te dire ouais, t'as fait une petite. Ouais. Mais effectivement, c'est Azevedo qui marque le premier but à la 7e. Moi j'avais dit genre à la 10e. Vous verrez, il y aura 1-0 pour Zurich à la 10e alors qu'ils n'auront pas eu une action de but. C'est exactement ce qui s'est passé, ou presque. Mais malgré tout, Fribourg s'est remis dans le sens de la marche, si bien que Fribourg mène 2-1 à la 59e, au moment où Malguin égalise. Et il y a un côté assez rageant quand même, parce que juste avant, Brodin met ce but qui devait ou qui aurait pu avoir le poids d'un but décisif. Puis il y a Walser qui a le puck sur la palette, puis il n'arrive pas à sortir, alors qu'il a le temps de faire un meilleur jeu que ça, mais il redonne le puck directement à un Zurichois. En essayant de passer par la bande. Le côté, alors que finalement le jeu pas risqué, ça aurait été de faire soit flipper, t'en fous, même un dégagement interdit à la rigueur, c'est moins grave que ça. T'as encore ton temps mort si vraiment ta ligne est crevée. Le temps mort, Christian Dubé l'a pris durant la première prolongation, donc il y a pas de durant la prolongation, donc il y a pas de problème à ce niveau-là. Tu dégages, si t'es crevé, t'as 30 secondes pour souffler derrière. Mais ouais, là, c'est une erreur. Dubé disait à la fin, il dit, c'est quand même la première demi-finale depuis 7 ans. Les gars apprennent. Contre Zurich, t'as pas le droit de faire ça. Et un gars comme Walser, malheureusement, il a appris un truc, là. The hard way, comme on pourrait dire chez nous. Mais il a appris un truc. Et après, voilà, c'est tu parles de détails. C'est le tir de Noro qui est pas cadré. Tape derrière la bande, il revient à la canne à Malguin. Après, le jeu de Malguin sur un demi-contact, il arrive à se remettre le puck, tac, et c'est très solide. Ça se paye cash, enfin, il n'y a pas d'autre terme. Puis on est à 10 minutes de l'épisode déjà, et on n'a toujours pas parlé des scènes litigieuses, mais je pense qu'il faut qu'on y vienne. Faute litigieuse, ou action litigieuse plus exactement. Moi, je crois que j'en ai compté, en tout cas, 3 qui ont fait parler. Tu me diras si c'est correct. La faute sur Sprunger, d'Azevedo. L'action de jeu sur Sprunger, effectivement, elle est... Lors du 3e tiers. Ouais, pas vu de ralenti très proche. Je sais pas ce qui s'est passé les caméramans. Je sais pas s'ils étaient en train de se faire un café. Mais moi, j'ai vu qu'un ralenti d'assez loin. Je sais pas si tu as vu mieux que moi. Oui, on a vu mieux, plus à hauteur de la glace, de côté. Et en fait, c'est là. Mais c'est X minutes après qu'on a cet angle-là qui permet de voir le petit cross-check d'Azevedo au moment où Sprunger passe pas très loin de la bande, et puis il a cette espèce de torsion du genou en plus. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il s'est mal en haut, mais j'essaie d'avoir l'info. Oui, mais regarde là, il y a une des jambes, si tu peux revoir là, on est là. Mais finalement, pas de problème, visiblement. C'est le haut qui a eu un problème, j'ai essayé d'avoir l'information. Honnêtement... Playoff déjà qu'en saison régulière, c'est compliqué. Alors exactement, donc non, j'ai pas d'informations. Il est blessé au corps, c'est même plus le haut et le bas, voilà. il est peut-être blessé au corps. Ouais. Donc on ne sait pas. Maintenant la question c'est est-ce qu'il y a faute, il n'y a pas faute. Pour moi, j'ai presque l'impression qu'il est déjà presque un tout petit peu en déséquilibre à ce moment-là où j'arrive pas à voir déjà une grosse faute d'Azevedo. Pour moi, c'est déjà à exclure à mon avis. Grosse non. Mais tu peux peut-être y mettre un 2 minutes. Ouais, alors le cross-check à hauteur des côtes, peut-être, à peu près,
Ça se défend complètement, mais c'est... Mais on analysera la totalité, en fait, plus tard. Mais je suis d'accord, tu peux. Dans cette même période, voilà, ça, en fait, il y en a peut-être même 4, il y a un cross-check, ou en tout cas une canne à la hauteur du visage, je crois, de Brodin sur Andrighetto. Andrighetto termine le tiers, en tout cas, ou alors, je ne sais pas si là, il ressort, mais il va revenir en prolongation, il fait à peu près 5 minutes. Puis à un moment, il y a une action qui se passe en prolongation, dans le tiers de défense fribourgeois. On voit Malguin, on voit Hollenstein qui vont au pressing. On voit Andrighetto qui est le troisième larron des attaquants. Puis il tourne au banc. Il voit que le puck, il n'y a pas de risque, il peut changer, il lève la canne. Et là, à un moment, on le voit, il reste sur le banc. Et après, on ne le revoit plus et on entend, notamment, en tout cas sur la RTS, c'était Patrick André qui dit « Ah, ben, on nous confirme que Andrighetto ne le reverra pas. » Et sans doute conséquence de la faute au troisième tiers, peut-être même. Est-ce qu'il y a eu un truc avant ? J'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir aussi un problème au poignet. On ne sait pas, quoi. Exactement. Donc, finalement, Fribourg a perdu Sprunger et Zurich a perdu Andrighetto. On espère que les deux seront disponibles jeudi. Mais là, on parle pas d'action litigieuse, du coup, je pense. Et Brodin, est-ce qu'il y a un truc... Moi, j'ai regardé l'action. C'est contre la bande. J'ai pas l'impression qu'il vient comme un train du tout. Non. Mais voilà, c'est... Et les deux autres actions litigieuses, c'est la faute sur Weber qui, lorsque Bikov croit délivrer tout le monde, cette scène qui délivre tout le monde, délivre même les voitures publicitaires, les mascottes, les photographes. Il y avait tout le monde sur la glace. Les verres aussi, je crois. Ah non, ça c'est après. Les gobelets qui volent. Ouais, ça... mais ouais, il y avait une belle émotion forcément dans cette patinoire. En plus, tu sais pas pourquoi Bikov sprint vers Berra. Je sais pas pourquoi il va là. Est-ce qu'il va là-bas parce que Berra a fait un save monstrueux sur Malguin dans la prolongation. Et on l'a oublié, hein. C'est malheureux. Ouais. Je sais plus, je crois qu'on en parlait les deux, mais sur le moment de cet arrêt, en gros, si Fribourg perd derrière, on l'oublie. Et si Fribourg gagne, on en parle pendant 2 jours. Ouais. Mais cet arrêt sur Malguin, il est incroyable. Et je pense que tu as raison, c'est pour ça. Vidéo, il y a Schmidt qui vient brasser Weber. Je pense que ça, c'est OK. Par contre, il y a Brodin dans la zone qui vient pousser Berra, décidément, qui vient pousser Weber. Et c'est là où les arbitres en sont arrivés à la conclusion que Weber n'était pas libre de faire son mouvement comme il le souhaitait. Parce qu'il l'accorde au début, et c'est le coach challenge de Zurich qui fait hep. Ils n'ont rien à perdre finalement. Le coup de 2 minutes de pénalité pour retarder le jeu sur un but en prolong, t'es pas mal. Exact. Et c'est au début, tu vois, et c'est vrai qu'on se souvient, Stéphane Rochette l'expliquait assez bien quand il y a eu ces nouvelles directives. Avec la caméra depuis en haut, dès qu'il y a ne serait-ce que les fesses, par exemple, d'un joueur qui traîne un peu dans la zone du gardien, on part du principe qu'il le gêne. Donc là, Brodin, il a plus que les fesses. Il n'est pas poussé par un défenseur zurichois, malheureusement. Moi, j'ai l'impression que Bikov l'aurait marqué si Brodin ne poussait pas. Mais maintenant, on peut réécrire l'histoire comme on veut, mais c'est ça qui est aussi un peu frustrant, c'est que sans doute que sans ça, c'était bon. Mais voilà. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Mais j'entends que la décision est juste de l'annuler, honnêtement. Après, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'à Zurich, parce que les gens vont se dire, mais est-ce qu'à Zurich, dans cette situation, si on inverse les rôles, est-ce que oui, est-ce que non ? Est-ce que si c'est Zug, est-ce que oui, est-ce que non ? On rentre après dans ces complotismes ou ce conspirationnisme des alémaniques face au roman. Nous, on n'aime pas rentrer là dans cette polémique-là. Moi, je prends juste cette scène-là et j'essaye d'enlever les maillots. Je me dis qu'il y a un joueur qui a le numéro 34, noir, qui pousse le gardien. Ouais, puis on le voit, hein, le coup de pelle à neige, il bouge Weber, c'est clair. Puis la dernière séquence, c'est le but de Denis Malguin qui est... Je voulais dire entaché, on ne sait pas s'il est entaché, mais qui est marqué par une crosse au visage de Kenville sur Daniel Brodin. On en a pas mal discuté après le match en s'envoyant des captures d'écran vidéo, etc. Toi, tu es plutôt d'avis qu'il n'y a rien.
c'est très difficile à juger parce qu'évidemment, alors on commence à s'envoyer des trucs avec des pixels. On a l'impression qu'on fait le boulot des juges. Non, mais c'est pas. Le problème, c'est que on est dans une. On est en 2022. Il y a le 4K, il y a même le 8K qui va bientôt débarquer. Puis on a encore à faire des espèces de captures. On n'a rien de précis. Et c'est vraiment très très difficile parce que Kenville, c'est clair que s'il a la canne qui est en bas sur la glace, on se pose même pas la question, puis il n'y a rien à dire. Il se trouve qu'il a la canne à hauteur des épaules de Brodin, à peu près, ou du torse. Mais il n'y a pas un véritable geste dans la figure comme on peut le voir plein de fois, ou même des fois la canne poussée par un autre, puis ça touche clairement, et puis ma foi, tu dois être maître de ta canne. Pour ça, je suis d'accord. Je me suis posé la question, moi, à un moment, si Brodin exagérait pas un peu le truc. J'ai lu l'article que tu as fait avec Steve Dreyfus, qui est vraiment très intéressant parce que ancien arbitre de National League, juge de ligne aussi, il en voit passer. Qui est plus dans le système. Voilà. On tient à préciser, il s'est retiré de l'arbitrage Massy, de National League. Didier Massy, notre collègue des pécalistes aussi sur le plateau de la RTS, après avoir revisionné tout, il avait de la peine à être franc en disant oui, c'est clair, non, c'est pas clair. Ces zones très, 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 très grises, quoi. C'est difficile à être formel. Et quand on peut pas être formel. Et c'est malheureux et je suis pas favorable à ça. Mais on rappelle que quand tu es en prolongation, il en faut vraiment pour que l'arbitre lève le bras. Dans le doute, l'arbitre va toujours pas lever le bras en se disant si j'appelle une pénalité là et qu'il n'y a rien, ben je suis foutu en fait. Il y a une pénalité de Desharnais d'ailleurs contre consécutive à un dégagement interdit qui peut ne pas être sifflé, du coup il reste sur la glace et sur l'engagement il se prend 2 minutes, ça a failli brailler là aussi. Et globalement c'est ça en fait moi qui me fait comprendre la frustration fribourgeoise à la fin du match. Dubé nous a dit, moi je préfère pas parler des arbitres, ça va me coûter trop cher. Il était pas spécifique sur un truc. Mais par contre, c'est comme quand tu joues à pile ou face. Tu lances ta pièce, 50-50, tu perds. Ok, ça peut arriver. Ouais. Tu relances une deuxième fois, tu perds. 50-50, bah tu as 25% de chance de perdre 2 fois de suite ton 50-50. Tu la relances une fois, ça reste un 50-50. Mais pour perdre 3 fois de suite, bah ça devient plus que du 12%, 12,5% de chance. Et en fait, si tous les 50-50 calls, parce que c'est comme ça qu'on peut les appeler, toutes ces zones grises dont tu parles, si tu as l'impression qu'elles tournent toutes contre toi, au bout d'un moment, oui, ça génère une frustration parce que tu dis, mais attends, à un moment, est-ce qu'un 50-50 va pas tomber en ma faveur ? Et c'est pas arrivé dans ce match-là. Justement, il y a eu 2 dégagements interdits qui étaient franchement limités. Moi, je pensais à chaque fois qu'ils allaient engager au milieu, ils ont chaque fois réengagé dans la zone défensive de Fribourg. Le cas Brodin, le cas Bikoff, et même c'est peut-être pas du 50-50, mais c'est du 55-45 où tu dis non, mais c'est plutôt juste. Mais du coup, je comprends complètement la frustration au bout du compte de se dire, mais attends, ça fait beaucoup de décisions qui ont tourné en notre défaveur alors que tu es dans une zone grise. Le fait est que, évidemment, la frustration et tout, mais toutes ces frustrations-là, on n'en parlerait pas, parce qu'en plus, elles interviennent dans la prolongation. Si Walser, admettons, on n'en sait rien, il y avait encore quand même 2 minutes de jeu, hein. Mais c'est un peu de la même manière que Di Domenico, qui, contre Lausanne, ne pousse pas le puck correctement, enfin, il y a la cage vide, il fait pas la bonne passe, voilà, et que derrière, Lausanne arrive à égaliser, finalement, ce coup-ci, c'était passé. Jäger avait égalisé et puis Paré avait marqué. Exact. Là, Malguin égalise et Malguin marque derrière. Donc finalement, on a la même chose. À qui est-ce qu'on pouvait en vouloir ? Pas forcément à Fribourg sur le truc. Évidemment que pointer du doigt, c'est pas génial. Et puis, c'est pas que la faute de... Mais à un moment, Fribourg menait 2-1. Les arbitres, on n'avait pas grand-chose à dire pour le coup, il y avait 2-1. T'as les cartes en main, t'as le puck sur la palette en plus. Tu peux le dégager. Je veux pas mettre au pilori ou à l'amende Samuel Walser parce qu'il fait bien son boulot. Mais le fait est que oui, après il y a des calls qui sont 50-50, mais là tu avais l'occasion de tuer le match. C'est terrible, mais c'est quand même la réalité. Ouais, c'est d'ailleurs le discours de Christian Dubé après. C'est ce que j'ai déjà dit avant. On a le puck sur la palette à 2 minutes de la fin, on le donne, puis 4 secondes après, il y a goal. Enfin, c'est rageant, et il y a de quoi être en colère, et les fans fribourgeois ont
tous les droits d'être mécontent de cette situation et même mécontent du déroulé de la prolongation. Moi, j'entends vraiment. Hein. Mais si tu analyses froidement les images, moi, j'arrive pas à avoir de scandale, quoi. Et puis la frustration, elle va de pair avec les attentes. C'est qu'en fait, Fribourg est tellement... la patinoire se remplit en 5 secondes à peu près. Enfin, en moins 12 heures. Ouais. En plus, si des fois, ils mettent les billets en vente un peu avant. Exactement. Mais il y a un tel engouement autour que là, la douche, elle est d'autant plus froide, quoi. Elle est glacée, glaciale. Parce que ce qu'on disait avant, les statistiques qui parlent pas en faveur de l'équipe qui est menée 3-0, qui plus est en demi-finale, ouais, c'est un peu la dure réalité. Et puis, forcément, que dans ces cas-là de frustration, on en vient avec des théories où on rappelle des choses, où on se dit, hey, les Suisses allemands, c'est un peu... mais parce qu'on le lit sur les réseaux et que c'est difficile à avaler pour Fribourg. Et je comprends complètement aussi, mais j'essaye quand même de me dire, attends, peut-être que le petit avantage, il existe sans doute quand on parle avec certaines personnes, mais on parle en général surtout qu'avec des francophones ou avec des romans, avec des gens d'équipe romande qui disent ouais, des fois on sentait quand même que on avait l'impression que l'avantage, mais c'est toujours une impression. Ouais. Les Alémaniques qui disent ouais, déjà on vous accepte avec nous, hein. Exactement. Alors on est déjà bien content d'être là, non? Non, mais c'est malheureux. Et surtout, finalement, ça va plus loin que l'aspect roman alémanique. Parce que, rappelle-toi la série Fribourg-Lausanne. Je crois qu'il n'y a pas eu un match au terme duquel il n'y a pas eu John Foust qui a parlé au superviseur des arbitres pour dire « Attends, là, tu te fous de nous. Regarde ça et ça, c'est un scandale. » On a parlé de la faute de Milly sur Dernay, qui n'en était pas une, qui avait mené à l'annulation du but de Berger. On ne va pas refaire toute l'histoire de la série Fribourg-Lausanne. Mais effectivement, les petites choses à gauche et à droite s'accumulent. Et à la fin, si tu fais le bilan de tout ça, tu te dis, il y a quand même eu 2-3 choses qui sont passées qui n'auraient peut-être pas dû. Christian Marty qui fait un immense cross-check sur Mike Kunsley, qui aurait mérité une suspension. Il n'y a rien du tout. Ouais, Donc moi j'aimerais quand même savoir s'il y a un moment, il y a peut-être une remise en question qui se fait au niveau de l'arbitrage. Et je pense que oui, je pense depuis qu'Andreas Fischer est arrivé, il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de meetings, de débriefings, de scènes analysées. Ils prennent vraiment pas ça à la légère. Et quand j'ai préparé l'article avec Steve Dreyfus où il parlait de ces 2 scènes litigieuses, il me dit quand même, vous croyez vraiment que les arbitres, tu crois vraiment que les arbitres ils sont contents de faire 300 km de voiture et de rentrer à 3h du matin, et pour ceux qui ne sont pas professionnels, pour aller bosser le lendemain matin à 8h, pour aller prendre des mauvaises décisions dans une patinoire, puis rentrer, puis de se dire « Oh ben, on a bien pourri le match ce soir, on est bien content, Zurich a gagné. » Il dit « Mais non, il dit c'est pas comme ça que ça se passe. » Il a dit, lui, il n'arrive pas à l'imaginer, il n'arrive pas à le croire. Il dit « Bien sûr qu'on est impopulaire, bien sûr qu'on prend des décisions qui sont impopulaires, mais notre but, c'est juste que le règlement soit appliqué le plus correctement possible. On va se tromper, évidemment, mais on va essayer qu'il soit appliqué correctement. » Et là, dans les 2 cas en question, si on parle de Brodin et surtout du cas Bikoff, parce que le cas du but de Bikoff, il a été revisionné. Il n'y a pas le coup du c'est une décision que tu dois prendre en un claquement de doigts et tu peux le rater. Là, ils vont à la vidéo, ils se posent, ils disent bon, regardons concrètement ce qu'on a. Et comme toi, tu disais avant, tu oublies un peu le maillet sur les épaules, puis tu dis bon, mon superviseur, il va voir les mêmes images que moi, tout le monde voit les mêmes images que moi, donc prenons juste la bonne décision. En l'occurrence, ça fait mal, mais c'était malheureusement la bonne décision. Mais il y a aussi un truc qu'il ne faut pas négliger, et on pense à Volvend dans ce cas-là aussi, mais ça on en reviendra quand on parle de la série Zug Davos. Le souci, c'est que ces décisions arbitrales, elles ont un immense impact sur finalement la vie et la carrière des... pas forcément des joueurs, mais beaucoup plus des entraîneurs. Ils étaient très tributaires. Quand tu as 3 fois en prolongation, admettons, ça n'arrivera pas, heureusement, mais admettons que Hubert Weber et le conseil d'administration disent on n'est pas content de Christian Dubé, il n'a pas rempli les objectifs, on s'est fait éliminer en demi-finale. Ça n'arrivera pas, et heureusement. Puis Christian Dubé, il se dit ouais, ok, donc je me suis fait éliminer sur 3 matchs en prolongation avec des calls un peu... L'impact de ces décisions est monumental, en fait. Et c'est vrai que l'arbitre,
il peut se faire un peu tenser ou taper sur les doigts ou peut-être mettre un peu de côté. Mais en général, il est payé même s'il fait un mauvais match. Tandis que les conséquences pour un entraîneur, ça peut être le licenciement et du coup, ne pas retrouver de job tout de suite. J'entends aussi cet aspect-là des techniciens qui sont pas forcément copains avec les arbitres à cause de cet aspect-là, finalement. Ouais, non, j'entends complètement. Bon, il y a 0-3, mais on est quand même là pour être optimiste, ou bien? Ah, il faut, sinon elles sont Comme là. faut pas aller à Zurich. Moi, je vais pas à Zurich si on n'y croit pas. Ou c'est ça. Ça sert à quoi Comment faire, en fait? C'est quoi la recette? Parce qu'il y a une question à se poser maintenant. La définition de la folie, c'est refaire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Mais quand le résultat, c'est un coup de dé après 80 minutes de jeu environ, est-ce que tu dois vraiment tout changer ou est-ce que tu dois te dire non, je crois dans ce qu'on a fait depuis le début de cette série et ça va tourner? Moi, j'aime bien le fait qu'il a mis Dubé Bikoff en première ligne pour amener quelque chose. Et surtout dans ce move, alors oui, Bikoff, forcément, il est un peu plus en vue et il est récompensé, entre guillemets, pour son bon travail, notamment en box-play. Mais j'ai l'impression surtout que ça a redonné un peu de peps à Marchand. Il est plus à l'aise maintenant, en ce moment, en play-off, sur la troisième ligne avec Valzer et Jörg. C'est juste, je dis pas de bêtises. Que sur la première ligne. Peut-être aussi parce qu'il affronte une ligne où il est plus à l'aise parce que la ligne qu'il va affronter est moins forte défensivement et du coup, il peut un peu mieux s'exprimer. Il a touché la transversale. Je le voyais plus actif. Il crée un peu plus de choses. Et je me disais, c'était bien vu de la part de Dubé de faire ça. Peut-être pas forcément pour avoir une première ligne très forte, mais plus pour rediluer un peu et essayer de redonner quelque chose. Plus que de redonner quelque chose à Bikoff, c'était de redonner quelque chose à Marchand en faisant ça. Mm-hmm. Et Bikoff, il fait de vrais playoffs à part ça. Complètement. Il est vraiment très très fort sur cette série et sur ces séries d'ailleurs, parce qu'on rappelle que contre Lausanne, il marque 2 buts très importants en box-play. Ouais. Donc, tu gardes toi. Bon, Brodin fait un bon match à part ça. Sur le powerplay aussi. Il était partout. Il marque un but, il marque le 2-1, il génère, on va dire, la faute qui annule le but de Bikoff. Derrière, c'est lui le héros malheureux, entre guillemets, où il prend le puck dans la tronche. Si on remonte un tout petit peu cette séquence de 20 secondes, lui se fait contrer à la ligne bleue sur un shoot qu'il ne doit pas prendre, à mon avis. Après, tu peux pas tout décortiquer comme ça, puis pointer du doigt. Mais pour dire, là, il prend pas forcément une bonne décision. Donc, je pense qu'il a été... C'est son meilleur match depuis un petit moment quand même. Ouais. Il n'a pas été irréprochable non plus. Mais est-ce que tu le sors pour mettre Antakari pour aller à Zurich en disant d'avoir un défenseur qui bouge un peu mieux le puck, ça va nous aider? Ou est-ce que tu gardes ta même ligne? Alors, si la défense fribourgeoise, qui est de loin pas mauvaise, mais on a vu Chavaya, c'était très difficile. Il a eu très peu de temps de jeu. Il a joué 3 minutes 15, après il s'est fait bencher. Il s'est fait bencher, et c'est complètement logique. Le retour de Dufner a pu faire du bien. Sur le goal, c'est Diaz aussi qui, l'espace d'un instant, et ce serait peut-être Benoît Yecker, on dirait « Ah ouais, bon, mais Yecker », ou bien ce serait Chavaya, on dirait « Ah ouais, bon, Chavaya ». Que ça vienne de Diaz, qu'il ait cet instant où il dégage. Il sautille un peu sur sa canne, t'as l'impression, enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Et voilà. Puis là, effectivement, tu dis c'est Diaz. Et Malguin derrière est là pour reprendre. Tu peux pas en vouloir forcément à Diaz, mais est-ce que Diaz, à ce moment-là, avec son expérience, doit pas faire autre chose? Tu disais décortiquer, je me rappelle que tu avais décortiqué, et j'avais trouvé ça super, c'était une des premières fois que quelqu'un faisait comme ça. C'était au championnat du monde à Bratislava, quand tu as décortiqué le but canadien à 300e, moins d'une seconde de la fin, ouais. L'égalisation canadienne. Quand Haas n'arrive pas à dégager, puis en fait on voulait pas, le but c'était pas de montrer du doigt Gaëtan Haas, mais de dire que c'était une conjonction d'actions qui a de 50-50. Ah là, le puck aurait pu sortir, bah non, il reste sur la canne canadienne. Ah là, il aurait pu faire ci, ah bah non, ça va dans le sens des Canadiens. Il y a un rebond, ah bah non, ça va dans le sens. Finalement, on pourrait refaire la même chose avec cette séquence. Il n'y a rien qu'à tourner en faveur de Fribourg. Le coup de Brodin qui veut tirer, ça c'est pas bien. Weber est excellent, il n'est pas très rapide, mais il va quand même presser en fond de zone.
Après, il y a Kenville qui vient, il y a ce coup avec Brodin, puis Diaz récupère le puck, et il y a Malgin qui est derrière et qui récupère le truc tout de suite. Berra est surpris. Il y a finalement, qu'est-ce qu'on va dire, 3-4 scènes qu'on pourrait mettre en lumière, puis dire, bah voilà, un drame en 4 actes. C'est vraiment ça. Et finalement, ce que me dit aussi Steve Dreyfus, il dit, mais s'il n'y a pas but derrière, on n'en parle pas de cette histoire de Brodin. C'est très juste. Et s'il n'y a pas but derrière, le mauvais contrôle de Diaz qui rebondit sur la canne de Malgin, si Berra sort le puck, on n'en parle plus. Mais dans les faits, les victoires 2 et 3 de Zurich, la 2, c'est Berra qui fait pas une très bonne relance. Il met Souter dans le jus, dans le coin là-bas. Et après, Souter rate sa relance. Une demi-seconde après, c'est goal à peu près. Et là, c'est Diaz. C'est 2 fois en zone défensive où t'as le puck et peu après, il y a goal. C'est malheureux, mais quand ils nous disent qu'ils sont en période d'apprentissage, quand même, malgré le fait que c'est une équipe vieille, entre guillemets, ou expérimentée, mais certains joueurs apprennent. Alors, c'est pas le cas de Diaz. Hein. Ça me faisait un tout petit peu sourire hier, ironiquement, mais quand il y a le but qui est annulé, tu vois Diaz aller parler avec les arbitres, puis t'as un peu presque envie de lui dire « Alors, ça fait quoi de jouer en Suisse romande, Raphaël ?» J'aimerais bien, ce serait d'ailleurs très intéressant une fois de faire ça. Faudra peut-être attendre. Va falloir attendre un peu, mais aller vers Philippe Fourrer, Raphaël Diaz, puis leur dire, dis donc, vous êtes venus une fois en Suisse romande, est-ce que vraiment on a l'impression de l'intérieur que ça change quelque chose ? Ou bien c'est nous qui faisons des théories depuis les tribunes sur les Suisses romands et socialement. Je trouverais vraiment très intéressant. Alors bon, c'est pas le genre de sujet qu'on va lancer en plein play-off et à ce moment-là. Mais j'aimerais quand même bien une fois l'avoir, ce sujet-là. Bah forcément, en tant que minorité, c'est... Ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce que les Tessinois se sentent autant lésés que les Romans peuvent se sentir lésés, eux qui sont encore plus minoritaires. J'avoue que s'il y a des supporters, parce que je sais qu'il y a des supporters de Lugano qui nous écoutent aussi, s'il y a des copains tessinois qui peuvent nous dire ah ouais alors on a exactement le même ressenti, vous inquiétez pas, on est dans le même bateau, bah tant mieux. C'est vrai que c'est un truc, je le lis moins malgré mes abonnements à des collègues ou des confrères tessinois ou à d'autres sites d'information sportive tessinois. Je lis moins ça, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On enchaîne avec les paris sportifs qu'on va vous sortir jeudi matin, puisque les matchs n'ont pas lieu vendredi, mais jeudi... moi, je parie 2-2, temps réglementaire entre Fribourg et Zurich. Je pense que la cote, elle est à 1,07. Voilà. Et toi ? Ouais, je trouve que c'est pas mal ça. Victoire, trouver le bon score, 3-2. Après prolongation. Ouais, ça je sais pas si on peut faire après prolongation ou... mais 3-2, là tu te dis que c'est assez affolant à part ça d'avoir le même résultat 3 fois de suite. Donc finalement, il y a peu de buts qui sont marqués. On est toujours en dessous des 5 si on prend le temps réglementaire. Est-ce qu'on joue la règle, presque, les stats? Ça s'est passé comme ça, on peut y aller comme ça. Le match Zug-Davos, de la même manière, il y a peu de buts qui sont marqués. Est-ce qu'on peut aller dans ce sens-là? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que peut-être que Davos va peut-être en gagner une. Je me dis, même si... Alors, on reparlera un peu de la série, mais... Les expected goals de Zug lors du dernier match, s'il y avait eu 5-1 et pas 3-0 avec un goal cage vide, on était bien. Donc vraiment, Zug était nettement plus fort. On aurait tendance à se dire qu'un 4-0 pour Zug... Alors est-ce qu'on joue le match nul puis on imagine une victoire de Zug après prolongation? J'avoue que j'ai de la peine à me lancer sur une cote à 4 en général sur le match nul. Donc... mais cette possibilité existe. Toi, qu'est-ce que tu tentes? Il y a un pari qui me fait un petit peu un peu de l'œil. C'est Zurich gagne et plus de 5 buts et demi à 3,70. Parce qu'au bout d'un moment, s'il n'y a pas de prolongation, c'est les fins de match où ça peut vraiment... Tu sors ton gardien, tu dis foutu pour foutu, on y va, Très juste. On s'amuse. Après, ça commence à aller chercher loin comme genre de pari. Oui, en fait, il faudrait qu'il y ait 3-2, typiquement à 3 minutes ou 4 minutes de la fin. Dubé se dit, ouais, non, mais là, je peux plus, il faut que je balance. Puis du coup,
Tu prends le 4-2 dans la cage vide, le 5-2 dans la cage vide aussi parce que tu laisses tu ressors ton Il n'y gardien. a pas besoin de 7 buts pour que ça passe. Non, mais ça pourrait être ce genre de scénario-là. Parce qu'on l'a déjà vu. Il Absolument. me semble qu'on l'avait vu d'ailleurs aussi en finale entre Genève et Zug. Si j'ai... Puis à l'inverse, si tu as envie de t'amuser avec Fribourg gagnant, tu peux jouer Fribourg et à moins de 6 buts, à 5-15. Toi qui aimes bien les petites cotes, je pense qu'elle se tente celle-là, non? Elle est beaucoup trop haute, ce qui veut dire que ça va pas du tout. Non, c'est deux matchs qui sont assez difficiles parce que comme tu dis très justement, l'équipe qui a mené 3-0, qui joue à la maison, tu te dis toujours, ouais mais elle va... On s'est dit pareil avec Lugano, ça va pas marcher d'ailleurs en quart de finale. Hein. Mais l'équipe à la maison, elle va quand même avoir l'orgueil supplémentaire. Mais Davos est fatigué. Mais Davos a joué en 7 matchs. Zurich aussi, mais Zurich a eu plus de repos que Davos. On en a déjà parlé la semaine passée. Donc c'est un facteur. Et Zug, ils sont pas là pour rigoler durant ces playoffs, j'ai l'impression. Ils sont vraiment pas là pour rigoler. Ils sont impressionnants. On en parlera juste après. Parce qu'on aura pas mal de choses à dire sur cette série et pas forcément parler que du jeu. Mais Zug à l'extérieur, Zug avec handicap ou Zurich et peu de buts. C'est les deux options que je vois pour l'instant. On a défriché. Et puis, bien évidemment, vous verrez tout ça jeudi matin quand on aura fait on aura pris notre décision sur nos réseaux sociaux. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. On a assez teasé cette série, j'ai l'impression qu'on dit on va revenir sur ce Zug Davos. Et peut-être pas pour les meilleures raisons. Hockeystiquement, il y a 3-0 dans la série. Zug roule à peu près sur Davos. Ils ont pris qu'un but en 3 matchs, c'est ça? Ouais, non mais Giannoni, c'est... Honnêtement, hein, peu importe l'équipe qui ira en finale. Giannoni, Berral, souvent on les a comparés. Il y a un truc qui est sûr, c'est que Giannoni en playoff, c'est une machine de guerre. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Le type, bientôt, on se dit, en général, il n'est pas en dessous des 93, puis rarement en dessous de 94. Bientôt, il va dire, ouais, mais il est rarement en dessous de 95. Ça devient débile. Et en face, Schliemann ne fait pas des mauvais matchs. Hein, non. Tout. Mais Giannoni, quoi. C'est... Si tu veux. Mais ça... Il y a quand même un match, forcément, le match 2. Il y a 1-1, on joue 58-05. Jesse Gragen qui passe devant Giannoni, qui met un petit coup de canne. Et vraiment, c'est un petit coup de canne. Et là, les arbitres, 2 minutes de pénalité. Et là, on est un peu tous « what the fuck ?» Pardon. Pourquoi on revoit la scène au ralenti pour ça. Après, on apprend qu'effectivement... Là aussi, Steve Dreyfus, dans ton article, explique qu'ils ont été avertis plusieurs fois. Et qu'à un moment, tu peux... nous, on ne le sait pas. Donc forcément, on voit cette scène comme ça. Résultat des courses, 2 minutes de punition. Powerplay pour Zug. Marco Müller qui marque à 15 secondes de la fin. Et là, Volvend, il entre en mode Golgoth. Il prend tout ce qu'il trouve. En l'occurrence, 3 gourdes. 1, 2, 3, vive l'Algérie, hop, et puis il ramasse 4400 balles d'amende, donc on a compté à peu près, c'est un peu moins de 1500 francs par jet de gourde. J'avoue que le signal envoyé, il est bon, je trouve qu'il est désastreux, quoi. Il y a beaucoup de choses à la suite. Prenons effectivement la faute d'abord. On va disséquer parce que sinon on s'en sort pas. Je suis Là, on parlait de frustration légitime des Fribourgeois avant. Frustration légitime des Davosiens après. Moi, je suis supporter de Davos aujourd'hui, je suis franc-fou. Plus aujourd'hui, parce que c'était dimanche soir, mais je comprends complètement. Oui, c'est minime. Oui, tu mets peut-être pas forcément 2 minutes à la 59e. Moi, je vais par contre jamais en vouloir à un arbitre qui a appliqué le règlement. En fait, on parlait de ça avant le match avec Jérôme Renard, je crois, de 24 heures à Fribourg. Et on faisait des théories là autour, évidemment. Et je disais, mais en fait, c'est comme si tu te parques et que tu mets 1 heure de parking dans le parc-mètre, puis qu'après 1 heure et 1 minute, tu te prends 40 balles d'amende. Ouais. Tu vas vers l'arbitre, tu fais vers le flic, puis tu fais non mais t'es sérieux là? Puis il dit désolé, c'était 1 heure, c'est 1 heure 1. T'as le droit d'être en colère, t'as le droit de... je lancerai peut-être pas des gourdes, mais t'as le droit de te dire non mais c'est vraiment un abruti. Mais malheureusement, Duralex Sedlex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et là, il va mettre un coup de canne sur le gant de Giannoni. Il n'a pas à le faire. Le gardien doit être protégé. Et surtout,
il y a quand même un petit temps entre le moment où Giannini met la main sur le puck et où Sgragan vient le toucher. Est-ce que je pense que c'est pointilleux? Oui. Est-ce que je pense que c'est excessif? Oui aussi. Oui, à ce moment-là. Mais est-ce que c'est faux? Non. En fait, moi, c'est juste ça la nuance que j'aimerais quand même mettre. Surtout si tu as été averti à 3 reprises ou à X reprises avant en disant s'il vous plaît, les coups de canne sur les trucs, merci de vous tenir au machin. Sgragan est un immense dadais de faire ça. À ce moment-là, si effectivement ils ont été avertis, qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Rien. Tu n'as absolument rien à gagner avec cette scène. Moi, c'est surtout ça aussi. C'est que c'est même pas un truc où t'empêches peut-être un gars de marquer ou là. Non. C'est juste pour montrer que, je sais pas. Ouais, c'est juste la nuance qu'il y a à apporter. Je pense que le coup de sifflet n'est pas faux. Il est peut-être un peu tatillon. Ah ouais, alors, excessif et tatillon, ça et derrière, problème, coup de sifflet excessif ou tatillon, Wolven pète un câble et il se prend 4400 francs d'amende. Alors là, je suis complètement de ton avis. C'est ce que j'ai titré dans mon commentaire lundi matin. Rien ne justifie un cirque pareil. Et moi, j'en reste à ça. Il peut se passer tout ce que tu veux sur la glace. À aucun moment, tu lances des choses en direction d'une personne. Exactement. Alors oui, il n'était pas à 1 mètre de lui. L'arbitre, j'ai regardé d'autres angles pour voir où était l'arbitre. Il a eu aucun danger pour son intégrité physique. On est bien d'accord. Heureusement, sinon, il n'y aurait peut-être pas eu 4400 francs d'amende, soit dit en passant. Ouais, puis à ce moment-là, ça part peut-être à un autre tribunal. Exactement. Non, il n'y a eu aucun danger pour l'arbitre, mais le signal donné, ça veut dire qu'en fait, si l'arbitre se trompe, ou tu estimes qu'il s'est trompé, tu as le droit, en fait, c'est quoi après? Tu lances les cannes, alors si la gourde, ça n'a pas suffi, parce qu'il s'est de nouveau trompé. Je l'avais averti une fois en lançant des gourdes, alors maintenant, je lance les cannes. Quoi. Je lance Sgragan sur l'arbitre. Exactement. Enfin, au bout d'un moment, il faut se calmer. Oui, c'était un peu le tournant de la série, ou c'était clairement le tournant de la série. Zug vient gagner à Davos, il y a 2-0, c'est plié, oublie. Mais on a vu encore après le match 3. Bien sûr. Déjà, Fribourg, on n'est pas confiant de voir comment ils peuvent tourner la série, mais là, alors on n'en parle même pas. Et même s'ils l'ont déjà fait en quart, mais justement, la foudre, elle tombe pas 2 fois au même endroit, j'ai l'impression. Et oui, il y a plein de circonstances. Oui, c'est émotionnellement très chargé. Mais non, en fait. Et on l'a jamais vu. On n'a jamais vu un entraîneur lancer des trucs sur la glace. On se souvient de la scène de Max Orley où il tape la porte. C'était il y a bientôt 20 ans. À part ça, ça rajeunit vraiment personne. À Berne, on a vu ça. On a vu des tableaux magnétiques défoncés. On a vu plein de choses. Mais là, en gros, moi je trouve qu'il y a un tel manque de respect de l'arbitre de lui lancer quelque chose. Ouais. Pour moi, le geste, il est assez violent. Complètement. Oui, il n'est pas dangereux, mais je trouve que c'est un geste qui est connoté. Je trouve tu mérites que je t'envoie une gourde à la tronche. Dans le sport, parce que si on commence à faire ça face aux officiels, à ce moment-là, on arrête. On dit, écoutez, si ça doit vous rendre fou à ce point que vous avez envie de jeter des trucs sur les officiels, on va arrêter de faire du sport. Parce que ça ne sert plus à rien. Et moi, de mettre une amende de 4400 francs, c'est très bien. Mais mettez-lui des matchs de suspension. Ça ne va pas impacter Davos, si on veut. Moi, c'est ça. En plus, c'est ça le pire. C'est qu'il y a un autre gars sur le banc. L'autre, il pourra venir avec une oreillette, n'importe quoi. On sait. C'est bon. Mais là, le message qu'on envoie, c'est de dire on peut faire ce qu'on veut. Et non. Moi, je trouve que non. Que tu lui mettes 2, 3, peu importe la sanction. Mais juste de dire on ne fait pas ça. On vous montre que non, on n'est pas d'accord. Puis après, on peut peut-être se dire, écoutez, on va mettre 10 000 francs d'amende, justement parce que vous avez jeté quelque chose dans la direction des officiels et qu'on ne veut pas. Ça me fait juste penser, toute petite aparté football. Tu parlais de l'oreillette, il sera de toute façon quand même pas loin d'être sur le banc, Christian Wolven. Regardez The Playbook, José Mourinho sur Netflix, où il parle de la fois où il était suspendu de banc. Il a quand même tout fait pour se retrouver dans le vestiaire avec son équipe en passant par le truc de linge sale. C'est une anecdote qui est assez connue, mais racontée par José Mourinho. Et déjà, de Playbook, c'est vachement bien. Celui avec Doc Rivers, le coach de basket, c'est vachement bien. Celui avec Mourinho, on n'en parle même pas. Les autres, j'ai encore pas regardé. Mais voilà. Parenthèse terminée, Wolven n'aurait pas eu besoin de se cacher pour rentrer dans la patinoire comme a dû le faire Mourinho en Champions League. Mais, et puis 4400 francs. Ouais, je m'excuse, on parlait d'amende de parquage avant. Ouais. Alors oui, je pense qu'il va peut-être un peu réfléchir à quelle destination de vacances il va prendre à partir de lundi. Mais ça ne va pas changer grand-chose à sa vie. C'est un montant, on est bien d'accord, il ne gagne pas 1 million, Christian Wolven, par année. C'est un vrai montant.
Mais moi, je trouve que ce qu'il a fait mérite plus que ça. Ou alors, comme tu dis, assorti de matchs de suspension. 3 matchs de suspension, plus 4400 francs d'amende. Là, on parle. Mais sinon... Et est-ce que tu vois cette série bon, on va faire assez court finalement. Hein, on n'y croit pas tellement. 7 matchs disputés par Zug depuis le début de ses playoffs. 6 victoires, dans le temps réglementaire. 1 victoire en prolongation. Zug, c'est vraiment une machine. Herzog est très bon en playoff. Oui. Mais de nouveau, hein, c'est un très bon joueur de hockey. Quand il n'attaque pas la tête des autres joueurs qui sont présents sur la glace, on le dit assez, que c'est justement ça qui est le plus frustrant à la rigueur, parce que il sait jouer au hockey sur glace, et il est plutôt bien. Ce qui est étonnant dans cette série Zug Davos, et finalement c'est presque un atout supplémentaire à donner à Zug, c'est que Gregory Hoffman n'a toujours pas marqué en cette demi-finale contre Davos. Alors toujours pas, tu as l'impression que c'est vraiment grave, ça fait 3 matchs. Hein. Mais le Hoffman, Kovar, Simeon, et on en sait quelque chose en tant que joueur hockey manager de la saison dernière, où en fait tu savais que c'était but de l'un sur passe des 2 autres, et puis que tu inversais sur le but d'après parce qu'il fallait quand même partager le puck avec tout le monde. Là, ça marche pas, en fait. Tu as des buts d'Allenspar, tu as des Sven Lundberger qui marquent des points, tu as des Juice, tu as Senteler est très bon, en tout cas en termes de points. Moi, je vois moins les matchs. Toi, tu vois plus les 2 matchs, moi un petit peu moins. Mais rien qu'en termes de scoring, il y a plusieurs couches, en fait, de scoring. Et ils ont pas Marchini. Non, mais ouais, c'est une belle machine. Et non, on voit pas comment ça peut tourner, honnêtement. Donc là, ça sent quand même la finale ZZ, quoi, Zug-Zurich, malheureusement. Quelqu'un m'a dit, mais hockeyistiquement, ça me fait baver cette finale. Si c'est une finale Zug-Zurich, je trouvais que baver était peut-être un terme un peu fort. Disons que... Moi, je l'aime bien. Moi, je suis de cet avis aussi, si on fait toute considération romande mise à part. Évidemment, on préfère quand il y a Genève en finale, comme l'année passée. Il y a plus de choses à raconter pour nous. On va voir les matchs. Moi, honnêtement, je vais difficilement pouvoir justifier d'aller suivre Zug-Zurich. Et à plein d'égards, à moi-même déjà, avec une longue saison, avec beaucoup de matchs, beaucoup de rentrées très tardives. Enfin, je suis vraiment pas en train de me plaindre, attention. Hein. Mais au bout d'un moment, il faut aussi être conscient de l'intérêt de son lectorat. Et je suis pas sûr que les gens viennent me lire pour du Zug-Zurich, quoi. Donc... Mais à la télé, par contre, ça risque d'être génial. Si on en est là, on n'y est pas encore. Et comme on l'a dit avant, si Fribourg va gagner le 3-1 là-bas, tu joues à la maison, tu pars du principe que tu te mets 3-2, derrière, 3-3. Il faut aller le chercher là-bas. Ouais. Est-ce que c'est possible ? Oui. Est-ce que c'est chaud ? Quand même un petit peu. Mais oui, si on en arrive à une finale de Zurich, c'est ce qu'on attendait tous avant la saison, hein, si on se rappelle, honnêtement. Oui. Donc il y aurait juste une certaine logique. Moi, ça fait depuis novembre que je clame que Zurich va être champion. On verra s'ils vont aller au bout. Bon, maintenant qu'on a terminé les 2 demi-finales, passons au championnat du monde. Parce que mine de rien, ça arrive à grands pas. Même si on n'a toujours pas réservé notre avion pour la Finlande. Quand tu as dit ça arrive à grands pas, puis j'y ai pensé hier aussi en me disant t'es toujours pas l'avion, puis l'avion ça va douiller là parce qu'on a un peu trop tardé, on a l'hôtel. On va se retrouver en train à Helsinki, ça va être super. Texte qu'on a publié sur Blick vers 13h de mon collègue alémanique Stefan Roth qui fait le point sur les joueurs suisses de NHL en vue d'une éventuelle participation au championnat du monde. Mais avant ça, il explique déjà que qu'il y a un rajeunissement des cadres qui est prévu maintenant. C'est souvent comme ça, après des Jeux Olympiques, c'est des cycles de 4 ans que tu lances ou non. Et là, ils en ont lancé un. S'il y avait un championnat du monde en Suisse cette année, ce serait quand même un peu différent. Mais là, et ce qui explique peut-être pourquoi Simon Moser n'est pas dans la sélection actuelle, par exemple. Et il y a eu en début de semaine l'annonce de Gaëtan Haas qui ne se sentait plus en bonne santé pour jouer, donc il ne sera pas là. Fabien Elmer est blessé. Ça, on l'a appris dans le texte de mon collègue, je ne le savais pas, ou je ne me semble pas l'avoir entendu. Moi non. Mirko Müller également blessé, raison pour laquelle ils ne sont pas là. Et ils ne seront pas là du tout, visiblement. Okay. Et par contre, Fischer et Weibel sont allés faire un tour en Amérique du Nord, et ils ont visité tout le monde, tous les joueurs suisses de NHL. Ils en sont arrivés avec pas mal de bonnes nouvelles. Une excellente nouvelle, personne n'a dit non. Tout le monde est à disposition de Patrick Fischer, même les 3 joueurs qui sont en fin de contrat. C'est Kevin Fiala, Nino Niederreiter et Philippe Kourachev qui sont
Non, il y a encore Koukan. Ils sont 4 Ouais. qui sont sans contrat à la fin de cette saison. Donc, agents libres. Donc, s'ils se blessent et puis qu'ils se font les ligaments puis qu'ils sont out 12 mois, il y a un vrai problème financier pour eux, en gros, si on schématise. Ouais. C'est un cas qui était déjà arrivé à Kevin Fiala à Bratislava et il y a 3 ans. Et il était venu jouer malgré tout. Et il y avait une assurance qui avait été conclue par la Ligue. Oui, c'est juste. Ou par la Fédé, enfin bref. Voilà, par la fédération, pardon, je confonds toujours ces deux termes. Ouais. Mais donc, c'est tout à fait possible que malgré ça, ces joueurs-là, s'ils sont libres, viennent. Niederreiter n'a jamais dit non à l'équipe de Fiji durant toute sa carrière, rappelle Stéphane Roth. Mais les autres, on peut déjà avoir plusieurs certitudes. Meyer, Ischier, Siegenthaler, j'y reviendrai. Ouais. Souter, Kourachev, Koukan et Moser, Yanis Moser, Mhm. sont à disposition parce que leurs clubs ne vont pas jouer les playoffs. Exact. J'ai dit Siegenthaler, pourtant on a appris cette semaine que Siegenthaler avait fin de saison. Oui. Fin de saison NHL. Parce qu'il y a un espoir, il doit se faire opérer, 2 semaines de repos, mais par contre derrière, en plus c'est quelque chose au poignet. Ouais. C'est pas comme si il s'était fait le genou et puis il pouvait plus rien faire et pas courir ou pas patiner. Non, il va pouvoir quand même continuer à se tenir en forme. Donc il y a espoir que Siegenthaler joue malgré cette blessure. Moser aussi a un doigt fracturé, mais lui il va revenir au jeu. Oui, il va revenir, exactement. Il est revenu d'ailleurs. Il est même revenu. Il a fait un peu de piqué, un peu de powerplay, je crois 18 minutes de jeu, tout correct. Donc c'est de très bonnes nouvelles. Ouais. Tous les Suisses de NHL sont à disposition s'ils sont libres, en gros. Et ça, c'est quand même formidable de voir. Et désolé pour Gaëtan Haas aussi, hein, si on prend juste froidement le truc, c'est que centre numéro 1, il n'y a même pas à discuter. Nico Hischier est là, il est centre numéro 1, Timo Meyer est son ailier. C'est à peu près... Ils étaient déjà là à Riga, les deux, et c'était quasiment les plus grandes stars, entre toute proportion gardée, de ce championnat du monde. Ils jouaient les deux. Sur le powerplay, ça faisait très très mal. On a après derrière Pius Suter en centre 2. Je pense que c'est assez logique aussi. Du coup, on a Gaëtan Haas, serait peut-être centre 3. Mais il y a encore Enzo Corvi qui peut être là. Il y a Denis Malgin. Bon, Haas, du coup, non, quoi. Hein? Haas, non, du coup. Et puis du coup, ça devient très difficile. On a Turkov qui a été sélectionné. On peut avoir Senteler qui avait été sélectionné pour les Jeux Olympiques, mais qui n'a pas pu y aller. Donc, finalement, Gaëtan Haas, il y a Kourachev qui est centre aussi, et qui pourra peut-être jouer ailier, mais vraiment, là, il y a pléthore. Oui. Parce qu'en plus, c'est tous des gars éliminés. Donc, on sait déjà qu'à moins d'une blessure à la DER, ces gars-là, ils sont là. Ah, ta ligne de centre, ça peut être Ischier, Kourachev, Souter, Malgin, Corvi. Ça va. Malgin peut jouer à l'aile, Souter peut jouer à l'aile, Corvi, je le vois un petit peu moins jouer à l'aile, on est bien d'accord. Ouais. Kourachev peut jouer à l'aile s'il le faut. Mais au bout d'un moment, si tu as des joueurs qui sont établis en NHL en tant que centre, ce serait quand même un petit peu moyen de les mettre à l'aile. Malgin, je peux le voir un peu plus jouer sur une des ailes. Qui plus est si on a Nico Hischier, parce que c'est aussi une question de jouer avec des gars qui sont assez intelligents. Est-ce que tu te prives du talent de Malgin en le mettant à l'aile? Tu te prives de certaines choses. Le travail défensif de l'ailier, est-ce que en tant que centre, normalement, il doit faire un boulot défensif aussi? À voir. Mais en tout cas, sur le papier, comme ça, si tu me dis on doit faire la ligne Meyer, Hischier, Denis Malgin. Ah ouais, j'aime bien. C'est clair que dans l'absolu, je pense que s'il y avait Fiala qui en plus, cette ligne-là, j'aimerais la voir. C'est un peu une ligne olympique, on va dire, qu'on pourrait voir aux Jeux Olympiques, avec Yossi derrière. Désolé pour les fans de Nashville qui évidemment voudraient aller en play-off, mais je pense que quand tu es fan de l'équipe de Suisse, si tu sais, vu ce qu'il y a comme contingent, vu les gars de NHL, si tu peux avoir Roman Yossi, on sait que c'est le facteur, c'est même pas X, il faut encore inventer une autre lettre pour lui. Avec un Genoni comme il est maintenant, moi, honnêtement, je me réjouis tellement. Enfin, je sais qu'on fera Codefax à Helsinki, mais je me réjouis d'autant plus, quoi. Ouais, tu dis, tu t'excuses presque envers les fans de Nashville. Je crois qu'on n'a pas un taux d'audience ou de pénétration trop grand dans le Tennessee, donc ça devrait aller. On ne devrait pas avoir trop de répercussions. Il y a forcément des fans suisses de Nashville. Des fans de Romagnosi. Ou alors des fans les fans de Romagnosi, ils veulent le voir à Helsinki. Ils n'en ont rien à secouer de le voir passer un tour de plus en play-off là-bas pour se faire de façon battre après. Mais alors, par contre, le contingent, si on commence à prendre, effectivement, Andrighetto, il faudra voir si tout va bien avec lui. Hoffman, les ailiers, tu commences à avoir pléthore et presque à te dire,
est-ce qu'il y a des gars qu'il faudra sélectionner parce que est-ce qu'il n'y aura pas trop d'attaquants un peu offensifs parce que les gars de NHL en partie seront là. Ça peut-être qu'on sera surpris, mais qu'il y a un ou deux joueurs, on les verra pas parce qu'ils sont pas assez costauds défensivement pour remplir ce rôle. En bulle, par exemple, il n'y a pas de problème. Ça, tu te dis, vu sa capacité en plus, je pense qu'il battra le record et de toute façon, c'est pas pour ça que tu le sélectionnes, mais c'est beau de voir André Sambul avoir le record de sélection en championnat du monde. Mais Rodé Chervais seront de la partie, en théorie. Ils sont d'ailleurs sélectionnés. Ils sont là, ils sont pour la première phase de préparation. Mais peut-être un Christophe Berti, je suis plus... plus compliqué. Fazzini, qui a été nachnominiert, c'est tellement simple, allemand, qui a été nommé après coup. Non, nachnominiert, on s'emmerde pas. Là aussi, je suis pas vraiment sûr. Quoi. C'est un buteur, mais du coup, est-ce que tu as vraiment besoin de cette catégorie-là ? Si tu as Timo Meyer, si tu as ne serait-ce que, effectivement, même Malguin que tu peux Hoffman, décaler. Andrigetto, Malguin sur tes ailes. Non, mais l'équipe, elle va être belle à part ça. Tu te rappelles quand on est dans les paris qu'un petit billet ou une petite pièce... à 20 et quelques Ouais, 21 sur l'équipe de Suisse, sur la Loro, ça se tentait. Je sais pas si le pari est toujours disponible par contre, mais il y a 2-3 personnes qui m'ont dit je t'ai suivi. Alors si ça se passe, on se fera tous un repas autour d'une patinoire ensemble parce qu'on va tous faire un petit peu d'argent là. Mais on n'y est pas quand même. Calmons-nous un peu. Mais cet article est vraiment positif. Ouais. Et on a encore Akira Schmidt comme gardien, mais là aussi, c'est pas le poste qui me fait le plus peur pour l'équipe de Suisse dans la mesure où Van Pottelberger pourra pas venir parce qu'il est blessé. Il faudra un troisième gardien. Est-ce qu'un Akira Schmidt jeune et toi à qui tu te dis viens prendre un peu d'expérience parce que de toute façon à moins que Berra dise non, moi je suis trop crevé avec les JO machin et tout, peut-être que Giannoni aussi dira ça, mais j'ai l'impression que en voyant qu'il y a les gars de NHL, tu fais encore le petit effort. On sait qu'ils sont incroyables à toujours venir. Je pense que là ils veulent pas rater cette occasion là, elle est un peu trop belle. Puis il y a petite nouvelle assez sympathique qu'on a eue juste avant le match de mardi, c'est la nomination après coup, pour parler en français et non en allemand, de Noah Delémont. Ça m'a surpris. Bien sûr, ça m'a également surpris, qui remplace Nathan Voardou. Ça m'avait moins surpris. Qui soit sélectionné, tu dis ? Ouais. Après la saison qu'il fait, même si de toute façon tu savais qu'il allait pas aller au championnat du monde. Mais on parlait de cycle, on parlait de rajeunissement des cadres. Absolument. Et c'est justement là, c'est quand tu joues des matchs qui comptent pour beurre, un vieux vendredi soir à Megève contre la France, parce que c'est ce qui va arriver si je ne me trompe pas. Juste. Et puis après à Bâle, dimanche, contre la France, de nouveau. Tu prends Noah Delémont, il a 20 ans, c'est la première fois qu'il vient dans l'environnement des grands, parce que c'est quand même un joueur qui a fait toutes ses classes U18, U20, etc. Il a fait les championnats du monde U20, championnats du monde U18. Et il s'est établi en National League quand même. Il a 33 matchs cette saison. Alors oui, il n'a pas eu un rôle incroyable, il n'a pas eu une saison à la Nathan Voardou. Non. Mais c'est chouette de se dire, ok, viens sentir l'odeur du vestiaire, tu viens comme ça quand on aura peut-être besoin de toi dans 2 ans, ou peut-être plus jamais. Mais il aurait été intégré à un moment où finalement, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas beaucoup de concurrence, parce qu'il y a encore 4 clubs qui sont engagés en play-off de National League. Avec une bonne partie d'internationaux. Exactement. Donc non, moi je trouve ça super et ça fait aussi plaisir pour lui, ça fait un roman de plus en équipe de Suisse, donc on va surtout pas cracher dessus. On est à la fin de cet épisode 27 de Colfax. On espère qu'en épisode 28 on ait encore un roman. Fribourg-Gotteron, si Fribourg s'impose jeudi, samedi, lundi, on préparerait le match 7 du soir. Ouais, ce serait beau, hein. Mais honnêtement, j'arrive pas à être optimiste actuellement pour ce scénario. Toujours est-il qu'on sera quand même là la semaine prochaine, ne serait-ce que pour boucler la saison romande de National League. Et peut-être qu'on sera déjà au match 2 de la finale, vu qu'elle pourrait commencer lundi, si les 2 demi se terminent en 4-0, ce qui n'est pas encore fait.
D'ici là, voilà, on est à disposition pour toutes les questions. On est aussi à disposition sur le terrain. Enfin, surtout moi, Jean-Fred, tu es un tout petit peu occupé aux deux matchs, donc tu es moins présent. Mais en tout cas, merci à toutes les personnes qui viennent dire bonjour à la patinoire. J'ai l'impression d'être un politicien. Comme je raconte ça, c'est pas vrai, mais de temps en temps, il y a une ou deux personnes qui s'arrêtent. Ça fait toujours très plaisir. Moi, je t'imagine en Chirac. Do you want to go back to my plane to France? Hein? Ce serait extraordinaire. Mais non, donc, merci d'être fidèle à notre écoute et à nous envoyer plein de messages et à plein de questions. Et la semaine prochaine, d'ici là, merci de vous abonner aux différents canaux. 910 sur Spotify, c'est de la folie. Oh là là, on arrive à 1000 avant la fin de la saison, je crois pas. Hein. Ouais, là, ça va être chaud. Avant la fin du mondial. Faut un gros push alors. Et la petite clochette pour savoir quand l'épisode sort, c'est jamais perdu, même si on est quand même assez précis en général avec le mercredi à 17h, mais de temps en temps on a un tout petit peu de retard. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous et profitez bien de ces demi-finales. À bientôt.